Merci à toute l'équipe de nos envoyés spéciaux à l'Assemblée nationale. On va donc débriefer un tout petit peu tout ce qui a été dit depuis ce matin. Beaucoup de choses ont été dites. Nous avons deux invités pour faire ce débrief. D'abord, le professeur Alioune Badara Fall en direct de Bordeaux. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi. Alors, nous sommes donc avec aussi le docteur Cheikh Diallo qui, lui, est à Dakar. Docteur, bonsoir aussi. Bonsoir. Bonsoir, mon cher ami. Voilà, on va débriefer ensemble, aborder un certain nombre de points. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites pendant cette journée, donc cette séance plénière à l'Assemblée nationale. La première question que je voudrais poser s'adresse au professeur Alioune Badara Fall. Le député Mamadou Diop Decroix a, dans son intervention, fait un résumé un peu de ce projet de loi portant révision de la Constitution en disant que le président de la République ne perd aucun de ses pouvoirs, c'est l'Assemblée nationale qui perd ses contre-pouvoirs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette synthèse, on va dire? Au regard des dispositions constitutionnelles, on peut dire que c'est exact parce que effectivement le président de la République récupère toutes les prérogatives, toutes les attributions dont disposait le Premier ministre. Donc il est renforcé parce qu'il a des pouvoirs qu'il avait avant, plus le pouvoir réglementaire, plus toutes les autres attributions que le Premier ministre avait. Par exemple, le Premier ministre proposait au président de la République la nomination des ministres. La politique de la nation était conduite et coordonnée sous sa direction. Il assurait l'exécution des lois. Il présidait les conseils interministériels, etc., etc. Maintenant que le Premier ministre n'est plus là, le président de la République va avoir des pouvoirs supplémentaires par rapport à ce qu'il avait. En revanche, le Parlement, effectivement, va être plus affaibli parce qu'il n'a plus cette arme redoutable qui était quand même l'une des caractéristiques essentielles du régime parlementaire, qui est la possibilité pour l'Assemblée nationale de renverser le gouvernement par la motion de censure ou par la question de confiance. Vous savez que cette arme était redoutable dans les régimes précédents, enfin dans les régimes français d'où a été tiré le principe. Mais maintenant que l'Assemblée ne l'a plus, elle n'a plus du tout beaucoup de contre-pouvoir. Les éléments qui restent, dont il dispose, sont déjà connus, ils sont classiques, hein. Ils étaient dans la Constitution avant. C'est la possibilité pour les députés de poser des questions aux membres du gouvernement. C'est la possibilité pour les membres du gouvernement de se présenter devant l'Assemblée nationale et de répondre aux questions qu'on leur pose, etc., etc. L'Assemblée nationale peut mettre sur pied des commissions d'enquête, etc. L'Assemblée détient le pouvoir législatif, mais ce sont des éléments qui sont classiques. Cela ne fait pas le poids par rapport à des prérogatives aussi fortes que détient le président de la République. Voilà. Très bien. Docteur Cheikh Diallo, avez-vous un commentaire à faire sur ce qui vient d'être dit? Oui, inédit, parce que c'est la première fois que le poste de Premier ministre et de ministre d'État secrétaire général a été dans la nomenclature et dans la hiérarchie politico-institutionnelle pour seulement un mois. Oui. Je pense que du 7 avril, pratiquement un mois. Et donc, c'était une incongruité passagère de voir un Premier ministre en même temps ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Mais ça se comprend dans quelques heures ou quelques jours après, bien entendu, la promulgation de tout ce projet-là. Le Premier ministre, peut-être même dans la foulée, va présenter sa démission qui est de fait, qui est constatée. Est-ce que même c'est la peine qu'il démissionne? Parce que son poste n'existera plus. Première observation. Deuxième observation, c'est quand même paradoxal qu'au Sénégal, nous assistons en même temps à une stabilité politique. Vous pouvez manger Allô? Vous m'entendez, oui? Oui, on vous entend, docteur. Je dirais que c'est quand même un fait paradoxal dans le constitutionnalisme sénégalais, en même temps qu'on observe une stabilité politique d'une part, et d'autre part,
on note une incroyable instabilité constitutionnelle. Je m'explique. Depuis 59 ans, la première constitution, si vous voulez 60, nous avons connu à peu près une cinquantaine de révisions de nos constitutions. Nous en avons eu 4. C'est quand même trop. Nous sommes en train de battre le record de fréquence dans les révisions constitutionnelles par rapport aux autres pays qui sont de très grandes démocraties. En France, la Constitution du 4 octobre 1958 a fêté l'année dernière ses 60 ans. Elle n'a été touchée qu'à peu près 27 fois. Dans l'acte de Philadelphie, la Constitution américaine de 1787, 17 septembre plus exactement, a été touchée juste 27 fois. C'est quand on parle de toucher, on parle d'ajout et d'amendement. Alors, qu'est-ce qui nous arrive dans cette révisionnite aiguë, une sorte d'hyperactivité dans le bouleversement de notre Constitution? Ça, c'est un constat. Pourquoi, à chaque fois qu'un président est élu ou réélu, il trouve le moyen de revenir encore sur ce qui a été déjà considéré comme un acquis? Quels sont les tenants et les aboutissants de ce chamboulement, de ce charivari constitutionnel? Heureusement qu'en même temps, à côté de ce tango constitutionnel, il y a quand même une très belle stabilité politique. Voilà un peu la première observation. Merci, Dr Cheikh Diallo. Je vais interpeller le professeur Alioune Badara Fall sur cette question de la pratique des révisions au Sénégal. Le député Aymérou Gningue et le député Abdou Mbow ont parlé de 41 réformes constitutionnelles dans ce pays, dont 2 à 3 ont eu lieu par voie référendaire. Professeur Alioune Badara Fall, quel est votre sentiment sur cette révisionnite dont parlait le docteur Cheikh Diallo? Bon, vous savez, hier, j'ai eu l'opportunité, lorsqu'il m'avait invité, de parler de la révision constitutionnelle. Je rappelle que la révision constitutionnelle est une disposition absolument nécessaire dans une constitution parce que celle-ci peut être dépassée par l'évolution d'une société, d'une politique économique, sociale, etc. Je l'ai dit hier. Donc la révision constitutionnelle est une, je dirais, disposition qui est tout à fait normale, naturelle, et qui est introduite dans la Constitution pour lui permettre de s'adapter. Je vous l'ai dit hier, malheureusement je n'avais pas le temps de développer, mais je vous l'ai dit hier, la question qui se pose est de savoir si l'utilisation de cette révision va dans le sens de l'objectif pour lequel, excusez-moi, elle a été instituée. Est-ce que c'est pour adapter véritablement la Constitution au nouvel environnement politique, social, etc. Ou est-ce que c'est pour les buts politiques? Je peux vous dire tout de suite, parce que je n'ai pas pu vous le dire hier, qu'en général, de manière générale, en Afrique, les révisions constitutionnelles intervenues dans les États francophones, en tout cas, ont généralement des buts politiques qui ne reposent pas toujours sur une justification d'intérêt général, sur aucun motif d'ailleurs lié à une consolidation de la démocratie et de l'état de droit. De manière générale, les nombreuses révisions constitutionnelles sur le nombre limité des mandats présidentiels, réussis ou pas, en sont les illustrations parfaites. Vous connaissez comme moi, vous savez comme moi, qu'en Afrique, il y a eu beaucoup de révisions constitutionnelles concernant le mandat présidentiel. C'est pour vous dire que si les révisions constitutionnelles sont nécessaires, elles ne sont pas toujours orientées dans le but pour lequel elles sont instituées. Ceci dit, au Sénégal, effectivement, au Sénégal, on peut parler, comme il a dit tout à l'heure, mon confrère Diallo, le professeur Diallo, il a raison de dire quand même qu'il y a eu beaucoup de révisions constitutionnelles. Alors, moi, je me rappelle bien que le professeur Zouanke nous avait dit que finalement, il avait l'impression que les règles du jeu politique au Sénégal ne sont pas du tout établies. Qu'elles sont un peu taillées sur mesure compte tenu de la personnalité des dirigeants qui se succèdent au pouvoir. Autrement dit, il y a une certaine instabilité constitutionnelle parce qu'on ne voit pas pourquoi, une bonne fois pour toutes, on ne mettrait pas en place une règle du jeu parce que la démocratie fonctionne à partir d'une règle du jeu, d'un consensus
dans le cadre du pluralisme. Une fois que le pluralisme politique est posé, que les partis politiques sont là, que les opinions sont dégagées, que les idéologies se manifestent, mais il faut une règle du jeu et un consensus pour que le système démocratique fonctionne normalement. Si ces deux éléments ne sont pas établis de manière permanente, on va vivre une instabilité constitutionnelle et même une instabilité au niveau des régimes politiques. Justement, c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Le professeur Fall et docteur Cheikh Diallo, ce que vous dites est intéressant et ça pose le problème de l'utilité de ces réformes dans le cadre général des pratiques africaines de révision. Parce qu'on ne voit pas, a priori, quelle est l'opportunité, quel est l'intérêt de ces révisions constitutionnelles-là. Qu'est-ce que ça apporte au fonctionnement du pays en termes de développement sur le plan économique, etc. Est-ce que les motifs pour lesquels on révise les constitutions ne sont pas parfois purement politiques? Absolument. Il y a deux natures. Déjà, donnez-moi l'occasion de saluer le professeur Alioune Badara Fall, qui est une référence et une autorité dans tout ce qu'il est en train de dire. C'est une vieille connaissance d'une vingtaine d'années bientôt et mon respect pour lui est immense. Alors, pour aller dans le même sens de ce qu'il dit, un peuple est toujours maître de changer ses lois, même les meilleures. Ça, c'est un fait incontestable. Alors, est-ce que quand on révise une constitution en plusieurs articles, est-ce qu'on répond aux attentes des populations ou est-ce qu'on répond aux attentes des gouvernants? Regardez les dernières révisions et les changements des révisions en France, la Constitution du 4 octobre 1958. Chirac s'est battu pour instaurer dans la Constitution, dans son préambule, le principe du pollueur-payeur. Parce qu'à l'époque, on disait que la maison, quand on parlait de l'urgence climatique, de l'environnement, notre maison brûle et on la regarde brûler, on ne fait rien. Ou alors aujourd'hui, quand Macron parle de changer certaines règles du jeu dans la Constitution, c'est pour diminuer le nombre de députés à l'Assemblée nationale. C'est pour un choc de simplification de la procédure parlementaire au niveau de l'adoption des lois pour qu'elles s'adoptent assez rapidement. C'est au niveau de la centralité, tout ce qu'on touche doit directement impacter sur le commun, vouloir vivre ensemble, sur le bien-être des populations. En Afrique, c'est totalement différent. Le changement constitutionnel, il n'y a pratiquement pas l'heureuse formule de mon ancien directeur de thèse, Ismaël Madior Fall. On ne parle plus de patriotisme constitutionnel parce que ça concerne plutôt des calculs de plans et des gestions d'intérêts et de carrière. En ce sens-là, parlant toujours de ce que le professeur Ismaël Madior définit comme les révisions constitutionnelles au Sénégal, c'est-à-dire il a parlé de révisions progressistes pour parler des révisions consolidantes, révisions régressives pour parler des consolidantes. Et dans sa révision, dans sa définition des révisions déconsolidantes, il dit que quand une nouvelle loi est adoptée par une majorité et en dehors d'un consensus fort, cette loi est tout simplement déconsolidante. Donc, on est dans le cas d'une réforme déconsolidante, si on en croit cette définition du professeur Ismaël Madior Fall. On fait une lecture littérale de l'ouvrage du professeur Ismaël Fall intitulé « Révision constitutionnelle au Sénégal ». C'est des éditions de celui-là, et c'est clair, c'est tracé, c'est fait comme ça. Il n'y a pas eu de large concertation comme dans le passé. Vous savez, on est revenu là-dessus il y a 2 semaines quand vous m'interviewez un peu sur la suppression, le retour de ce poste-là. Mais le mot, pour ne pas trop garder la parole, il y a un fait qui est là. En droit, on dit ce que la loi a fait, la loi peut le défaire à tout moment. Donc, il n'est pas exclu que dans les années à venir, on puisse revenir à la situation, au statu quo ante. Voilà. Professeur Alioune Badara Fall, sur la présente révision au Sénégal, on était en train de parler de l'utilité des réformes. Aujourd'hui, l'exposé des motifs explique qu'il y a une nécessité d'aller vite dans le traitement des dossiers et il faut donc supprimer l'échelon primatorial, comme disait le président Moustapha Niasse ce matin. Est-ce que c'est un argumentaire qui vous paraît pertinent pour justifier une telle réforme? Oui, alors,
Vraiment, la question est très importante. Alors, de quoi s'agit-il en fait? La réforme a visé un élément important du système précédent, le Premier ministre. Et le Premier ministre, ce n'est pas une institution anodine dans le système que nous avions connu. Et je rappelle par là que le régime parlementaire est la règle dans notre système politique sénégalais. Le régime présidentiel n'est qu'une exception. Et on l'a expérimenté à 2 reprises. Mais la règle générale dans le système politique sénégalais, c'est le régime parlementaire. Et dans ce régime parlementaire, la fonction de Premier ministre et sa place étaient essentielles. C'est un rouage essentiel du régime politique et au-delà même du régime politique, du système politique sénégalais. Pourquoi? Parce que le Premier ministre avait des fonctions et des attributions qui ne sont pas du tout négligeables dans le fonctionnement du régime démocratique. Rappelons qu'il n'est pas, dans un régime parlementaire classique, normal, un simple exécutant. Dans un régime parlementaire normal, il n'est pas un simple exécutant, même si, on le sait, il est souvent en accord avec le président. Il n'est pas un exécutant que l'on met en place quand on veut et dont on peut se débarrasser lorsque l'on n'en veut plus. Au contraire, il remplit plein de fonctions, je viens de vous le dire. Il est très important, il est le 2e membre de l'exécutif, d'où le terme bicéphalisme de l'exécutif, c'est-à-dire bi, 2, céphale, tête. Et c'est là où il est important, qui endosse, excusez-moi, qui endosse la responsabilité politique devant l'Assemblée. C'est-à-dire que dans un système parlementaire, le président de la République n'est pas responsable de ce qui se passe au niveau de l'action gouvernementale. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle le contre-sang ministériel qui permet aux ministres, dans les domaines concernés, de prendre la responsabilité des actes pris par le président de la République. Il est responsable. Ce sont les ministres qui endossent cette responsabilité vis-à-vis de qui? Mais vis-à-vis des élus du peuple, de l'Assemblée nationale. Donc le gouvernement peut être responsable devant l'Assemblée avec son Premier ministre qui est en tête. S'il disparaît, qui est responsable? Eh bien, directement le président de la République aujourd'hui. C'est pourquoi la réforme est importante. C'est le président de la République qui est maintenant responsable devant le peuple. Mais alors là, la question qui vient tout de suite est de savoir, mais comment va se traduire sa responsabilité? C'est ça. Bien. Avant, c'est la motion de censure qui engage la responsabilité du Premier ministre et de son gouvernement. Aujourd'hui, si le président de la République devient le seul élément de l'exécutif et qui donc endosse cette nouvelle responsabilité alors même qu'elle n'est pas prévue dans la Constitution, comment va se traduire par rapport à son peuple sa propre responsabilité dans sa politique gouvernementale? C'est pourquoi je dis encore une fois que la réforme n'est pas anodine. Alors maintenant, pourquoi elle a été faite? Mais moi je ne peux pas vous le dire, sauf qu'elle ressemble beaucoup à ce qui avait été fait par le président Abdou Diouf en 1983. Si vous comparez les deux séries d'exposés de motifs, on ne voit pas trop la différence. On ne voit pas trop la différence. Le président Abdou Diouf l'avait fait. Moi, je pense que c'était à la fois technique et politique. Aujourd'hui, cette réforme revient sur la même voie pour enlever le Premier ministre du système avec à peu près les mêmes explications dans l'exposé des motifs. Et bien, comme je l'ai dit hier, attendons de voir pour savoir si réellement cette réforme constitutionnelle va dans le sens d'une démocratisation du système, d'un système rapide, plus pragmatique, etc. Donc, on verra à l'épreuve du temps, effectivement, si cela va se traduire par une plus grande célérité dans le traitement des affaires de l'État. Mais je voudrais avoir votre avis sur des propos que le garde des Sceaux a tenus tout à l'heure lorsqu'il répondait aux députés. Il dit « Le Premier ministre n'est pas une institution » au regard de l'article 6 de la Constitution, et la suppression du poste de Premier ministre ne change quasiment rien à notre système. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Non, mais à partir de ce que je viens de vous le dire, non. Un Premier ministre, je vous dis, il était important. Ce n'est pas du tout, comme je vous l'ai dit, un élément, un exécutant dont on se débarrasse quand on veut, ou qu'on remet quand on veut le lendemain. Non, non, non. C'est une pièce essentielle. Et le Premier ministre joue un rôle essentiel dans un régime.
parlementaire comme on l'avait pratiqué, comme on l'a pratiqué jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas du tout une institution qui est nulle, Non, je ne suis pas d'accord du tout. Alors, je vais rester... Désolé, non, là, sur le plan du droit, c'est pas politique du tout. Je vous le dis au niveau du droit. Tout à fait. Je vais rester encore un peu avec vous avant de reprendre le docteur Cheikh Diallo. Professeur Alioune Badara Fall, je voudrais vous faire réagir un tout petit peu sur le caractère un peu fictif en Afrique de ces qualificatifs de régime parlementaire, régime présidentiel. En réalité, il n'y a que dans les pays occidentaux où on voit vraiment la différence entre régime parlementaire et régime présidentiel. Parce qu'en Afrique, c'est plutôt un homme, le chef de l'État, qui a tendance à tout dominer et à planer sur tout le système. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai eu l'occasion, il y a 2 ans, lors d'un colloque dans un pays africain, justement de dire ce que vous venez de dire. Dans les pays occidentaux, effectivement, nous avons cette typologie de régime politique, cette classification de régime politique en régime parlementaire, régime présidentiel, régime d'assemblée, etc., etc. Alors, quand on plaque ces régimes en Afrique, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait ça. Et justement, à l'occasion de ce colloque, j'avais insisté sur le fait que ces appellations sont fictives en réalité. Pourquoi? Parce que nous regardons la Constitution, nous observons les relations entre les organes pour en déduire que c'est un régime présidentiel ou c'est un régime parlementaire. Or, cette façon de faire ne me convient pas. Ce qu'il faut faire, c'est de voir comment le système fonctionne dans la pratique. Une fois qu'on a maîtrisé, qu'on a compris comment le système fonctionne, alors là, on peut lui donner un nom. Et si on observe justement le fonctionnement des systèmes politiques en Afrique, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout cette manifestation dans les relations des organes telles que cela se passe dans les pays dits de démocratie avancée. En Afrique, c'est souvent un homme qui domine le système. Il domine l'exécutif. Le gouvernement est responsable devant lui. Ce n'est même pas écrit dans la Constitution, mais dans les faits, souvent c'est le cas. Et il domine aussi le législatif, c'est-à-dire l'Assemblée, où il bénéficie d'une grande majorité. Et puis n'en parlons pas quand le juge constitutionnel lui-même est affilié au président de la République par manque d'indépendance. En définitive, dans la plupart des pays africains, ce n'est ni le régime parlementaire, ni le régime présidentiel, quelle que soit la qualification faite dans la Constitution ou dans les textes, c'est un homme qui domine. Et c'est là où les citoyens, les organes, les contre-pouvoirs peuvent intervenir pour voir, pour comprendre ou limiter les pouvoirs exorbitants qu'un président peut avoir. Alors, moi, je suis allé même jusqu'à dire que finalement, si tel est le cas, pourquoi on n'accepterait pas de revenir à l'ancienne appellation qui est le présidentialisme, qui est un terme très péjoratif parce que justement, c'était le terme qu'on utilisait pour montrer les régimes politiques à l'époque où il y avait les partis uniques, où seul un chef d'État dominait tout. Pourquoi on ne reviendrait pas sur ce terme de présidentialisme, mais en lui collant des contre-pouvoirs très forts, c'est difficile, pour que justement il ne dépasse pas les limites. Parce que j'ai l'impression qu'en Afrique, nous n'avons pas encore mûri notre démocratie au point que cette séparation des pouvoirs, que les contre-pouvoirs, que les législatifs, que les parlements, que les juges constitutionnels jouent leur véritable rôle face à ce que j'appelle aujourd'hui des monarques africains, quelle que soit la couverture pluraliste ou démocratique contenue dans la Constitution. Et c'est là où c'est intéressant pour la société civile, pour les électeurs, pour les citoyens, de bien observer le comportement des chefs d'État et voir si leur pratique va dans le sens de l'intérêt général ou non. Ce n'est pas très difficile. Et il suffit pas, on n'a pas besoin d'être un occidental, un français, un américain ou burkinabé brésilien pour le savoir. C'est très visible dans la pratique des chefs d'État et on pourra savoir si véritablement leur politique va dans le sens de l'intérêt général ou pas. C'est pas très difficile. En tout cas, vous avez tout à fait raison de revenir sur le fait que les appellations de régime parlementaire ou de régime présidentiel ne sont que des appellations artificielles. Il faut regarder comment fonctionne le système, quelle est la nature des relations entre le président, l'Assemblée et le juge constitutionnel pour en déduire un résultat et donner un nom à ce résultat. Mais pas plaquer d'emblée
de régime présidentiel au régime parlementaire, sans véritablement savoir si cela fonctionne de cette manière ou pas. Finalement, Dr Cheikh Diallo, par rapport à ce qui vient d'être dit, le président Barack Obama, lorsqu'il faisait son discours au Ghana, avait raison de dire que l'Afrique a besoin d'institutions fortes, et c'est là où le bas blesse. C'est ce qui s'appelle une rime pauvre. Non seulement l'Afrique a besoin des institutions fortes, mais également des hommes forts. Alors, aujourd'hui, en parlant d'hommes forts, le président Macky Sall a lui tout seul l'exécutif sénégalais. Puisque vous parlez d'exemple des États-Unis, vous savez que dans les dispositions de la Constitution des États-Unis, le pouvoir exécutif est conféré au président de la République. Il est l'exécutif par excellence. Aujourd'hui, à partir de cette loi, le président est le patron de l'exécutif, il est l'exécutif. Nous sommes dans un exécutif monocéphale. Et dans cet exécutif monocéphale, puisque maintenant on ne parle plus de suppression de Premier ministre, le poste n'existe plus. Qu'est-ce qui va se passer? Et le président sera face à ses responsabilités, face aux gouvernants, face aux populations. Alors, il faut qu'on passe dans ce qu'on appelle un choc de simplification. Aujourd'hui, nous savons tous, il y a des lenteurs administratives à tous les niveaux au Sénégal. Mais je ne pense pas que le fait de sauter simplement un chaînon qui s'appelle celui du Premier ministre règle le problème. C'est d'abord dans nos législations, dans notre droit administratif, dans notre compréhension du corpus de l'administration qui retarde beaucoup de procédures. Vous voyez? Et donc, je pense qu'il faut aller plus loin que cela. À mon avis, la loi qui a été soumise aujourd'hui a encore des non-dits cachés. Et il faut aller plus loin que cela, parce que simplement, le président de la République a bien caché son jeu. Et là, c'est très surprenant. Le temps que c'est passé, ouvrons des perspectives nouvelles. Nous sommes en train de clôturer une ère constitutionnelle pour ouvrir un nouveau chapitre constitutionnel. Un président de la République sans un Premier ministre, que vous voulez qu'on parle de régime présidentiel ou présidentialiste, en tous les cas, il devient un hyper-président. Alors, professeur Alioune Badara Fall, je voudrais avoir votre avis sur un point précis. On dit souvent, gouverner, c'est prévoir. On a fait une révision constitutionnelle aujourd'hui, adoptée, je le rappelle à nos auditeurs, par 124 voix contre 7. Il faut donc qu'elle puisse gérer les situations dans les années à venir. Si par, j'allais dire par extraordinaire, mais c'est pas extraordinaire, si l'opposition se retrouve avec une majorité à l'Assemblée nationale. Dans cette situation-là, est-ce que cette constitution, dans ses dispositions actuelles, nous permet de nous prémunir d'une crise institutionnelle qui pourrait paralyser le pays, sachant qu'hier, je vous ai posé une question en disant, est-ce que l'article 52 permet, par exemple, au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale malgré tout, parce que le nouveau texte, la nouvelle révision, lui ôte ce droit-là. Parce qu'il y a un député qui a même soulevé la question ce matin lors de la plénière. Alors, c'est vrai que vous avez raison aussi de penser à l'avenir. Vous savez, nous sommes dans une situation qui n'est pas facile. Si on regarde bien les relations qui existent entre le président de la République et l'Assemblée dans la configuration actuelle. Alors, c'est un régime présidentiel avec une séparation stricte des fonctions. Chacun doit être de son côté. Mais le problème, c'est que il y a des éléments du régime parlementaire qui sont restés dans la Constitution et qui brouillent les pistes. Je vous donne deux exemples. Le régime présidentiel tel qu'il est instauré aujourd'hui au Sénégal n'a pas prévu de vice-président. Parce que c'est dans un régime présidentiel, le vice-président est élu en même temps, normalement, que le président. Et en cas d'empêchement, c'est lui qui remplace le président de la République. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si le président de la République sénégalaise se trouve dans une incapacité à gouverner, qu'est-ce qui le remplace? C'est le président de l'Assemblée nationale. Et si lui est indisponible, c'est l'un des vice-présidents. Or, le régime présidentiel prépare
complètement. Est-ce que vous envisagez cette possibilité aujourd'hui? C'est un régime présidentiel. Le président national n'a plus rien à voir avec le président de la République. Et pourtant, la Constitution maintient cette disposition. Le cas ivoirien est un régime présidentiel. Et j'ai été sollicité par RFI à l'époque pour en parler, et j'avais montré, contrairement au Sénégal, et c'est là où c'est compliqué les révisions constitutionnelles en Afrique, parce qu'on ne se retrouve pas trop dans les objectifs visés. Là-bas, c'est un régime présidentiel qui garde le Premier ministre, alors qu'il y a un vice-président. Ils sont 3. C'est pourquoi j'ai appelé ça le tricéphalisme. Vous pouvez retrouver l'article sur le RFI. Tricéphalisme, je me suis demandé comment ça va fonctionner. C'est-à-dire que les crises sont en perspective parce que les institutions ne sont pas solides, les règles du jeu ne sont pas posées, le consensus n'est pas posé. C'est vrai, vous l'avez dit, il peut y avoir une crise. L'Assemblée nationale ne peut plus renverser le gouvernement ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Au cas où il y aurait une cohabitation, c'est-à-dire une rupture entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire, l'opposition arrive à l'Assemblée, eh bien il y aura un blocage, et je vous ai dit hier que dans ce cas, il n'y a aucun moyen juridique qui permet de résoudre la crise. Vous avez parlé de l'article 52. L'article 52 n'a rien à voir avec les relations entre le président et l'Assemblée. Peut-être que la crise pourrait aller jusque-là, mais dans un premier temps, l'article 52 est une reprise de l'article 16 de la Constitution de 1958 du général de Gaulle. Le général de Gaulle lui-même l'a reprise de l'article 18 de la Constitution de Weimar de l'Allemagne. Et même l'Allemagne a retrouvé cette disposition dans l'Antiquité. Qu'est-ce qu'elle dit? Au cas où le pays est bloqué, les institutions, les organes, quand une crise grave arrive au point que l'État est bloqué, le président de la République, c'est comme un bateau qui chavire, le président de la République, comme un capitaine, doit prendre part pour redresser le bateau. Et on lui donne tous les pouvoirs. Et c'est antidémocratique parce que personne d'autre, aucun des organes, ne peut le contrôler véritablement. Et c'est ce que le général de Gaulle avait utilisé en Algérie lors du putsch des généraux. Il l'avait utilisé, il avait été très critiqué parce qu'il avait exagérément utilisé. Et c'était la première et unique fois qu'il l'a utilisé. Plus jamais il n'a utilisé cet article. Le président Mitterrand avait considéré que c'était un article tellement antidémocratique qu'il avait appelé coup d'État permanent. Il ne l'a pas changé par la suite. Quand il est arrivé, il ne l'a pas non plus appliqué. Mais c'est uniquement dans ce cadre-là que l'article 52 que vous trouvez dans la Constitution est appliqué. Quand les institutions et les organes qui devaient fonctionner régulièrement ne le sont plus. Donc, il n'est pas du tout destiné à régler les problèmes entre l'Assemblée et le président de la République, pas du tout. Sauf si ces relations-là débouchent sur le blocage du système politique en entier. Et je ne vois pas quel fondement le président de la République pourrait trouver pour appliquer l'article 52 à une crise qui surviendrait entre lui et le Parlement. Je crois simplement que le Sénégal est assez mûr, les citoyens sont mûrs, pour que si cette crise arrive, que le président puisse utiliser les dispositions constitutionnelles qui lui sont reconnues, que la majorité au sein du Parlement puisse travailler elle aussi à partir des dispositions constitutionnelles sans qu'une crise véritable puisse survenir entre eux. Et je pense que le dialogue, le consensus dont j'ai parlé tout à l'heure, sont nécessaires en cas de cohabitation. Il ne faut pas l'exclure. Dans tout système politique, cela peut arriver. On l'a vu à Guinée-Bissau, on l'a vu au Niger, etc., etc. Donc, ce sont des hypothèses, effectivement, qu'il faut envisager, tant que c'est pas politique du tout, mais l'avenir ne nous dit rien. Donc, il faut tout comme vous l'avez fait. Professeur, le dialogue politique pose un peu problème dans nos pays parce que, par exemple, la suppression du poste de Premier ministre n'a pas fait l'objet d'une concertation au sein de la classe politique qui aurait pu permettre peut-être de son adoption dans la sérénité. Donc, globalement, en général, les majorités présidentielles, quand elles sont en phase avec la majorité parlementaire, font adopter les lois et les révisions qu'elles estiment utiles pour le fonctionnement du pays. C'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que... Enfin, c'est vrai. J'ai appris par les médias des critiques adressées au chef de l'État allant dans le sens d'une absence de dialogue et même pas de
d'avertissement sur la réforme qu'il allait faire. Bon, ça c'est du domaine politique. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. C'est vrai que le consensus aurait pu les amener à en discuter, mais s'il a décidé ainsi, c'est lui qui prend cette responsabilité. Moi, je peux pas la commenter. En tout cas, une chose est certaine, c'est que le consensus me paraît très important dans ce type de situation. Parce que si un jour une crise survient, effectivement, comment il peut justifier la suppression de son premier ministre face à une assemblée qui lui oscille, ce n'est pas évident. Mais ça, c'est l'avenir qui me dira. Est-ce que par exemple, on peut envisager, professeur Alioune Badara Fall, que si le président perd les élections législatives, il peut en tirer des conclusions et organiser une présidentielle anticipée? Ah, vous savez, c'est ça relève du chef de l'État, c'est lui qui voit. Vous savez, je n'aime pas donner les exemples français, mais il y a des expériences qui peuvent nous éclairer. Vous savez que pour la Troisième République, quand le président de la République, à l'époque où le président du Conseil existait, quand le président de la République, Mac-Mahon, avait voulu imposer un Premier ministre, on l'appelait le président du Conseil à l'époque, à l'Assemblée, parce que Mac-Mahon était monarchiste. Il a voulu imposer un Premier ministre face à une Assemblée républicaine. L'Assemblée n'en voulait pas. Mac-Mahon a dissous l'Assemblée pour demander aux électeurs d'arbitrer. Les électeurs ont ramené la même Assemblée républicaine face à Mac-Mahon. Et alors on lui a dit se soumettre ou se démettre. Il a démissionné. Mais ici, si le cas se représente ici, et que le président se rend compte qu'il ne peut pas gouverner, c'est lui qui prend la décision. Soit il fait des élections anticipées, soit il négocie, soit il met en place un consensus qui permet de gouverner. Je crois que c'est une hypothèse dans laquelle il se trouvera et qui lui donnera la solution, pardon. Alors, moi, je ne peux pas vous dire. Oui. Mais les hypothèses sont ouvertes, mais c'est lui qui prend ses décisions en face de la situation devant laquelle il se situe. Oui, il peut tirer les conclusions en fait de la décision populaire d'élire une assemblée nationale à majorité de l'opposition, on va dire. À majorité à majorité constituée par des députés de l'opposition. Avec ben oui. Voilà. Mais oui, j'aimerais... Vous savez, excusez-moi, je complète. Oui. Je complète. Si le président se retrouve devant une assemblée avec une majorité qui lui est hostile, ne lui sera pas toujours facile de gouverner, parce que ce que la Constitution lui a donné ne pourra pas être utilisé de manière automatique. Par exemple, vous savez que dans le régime actuel, dans le régime parlementaire, le président pouvait bénéficier, le gouvernement, le Premier ministre, pouvait demander à l'Assemblée de lui voter une loi d'habilitation pour qu'il puisse prendre des mesures qui auront valeur législative, des mesures réglementaires qui auront valeur législative. Et aujourd'hui, le Premier ministre n'est plus là. Si la majorité à l'Assemblée n'est pas conforme à la majorité présidentielle, c'est-à-dire si la majorité de l'Assemblée est hostile au président, vous voyez bien qu'il ne peut pas leur demander des ordonnances, des lois d'habilitation. Voilà un exemple qui montre qu'en cas de cohabitation, le président de la République va perdre un certain nombre de pouvoirs qu'il avait et qui ne lui permettront pas de gouverner comme il le veut. Et c'est pourquoi je vous dis que en fonction de la conjoncture, le jour venu, c'est lui qui pourra apprécier et décider quelle solution il va apporter à cette situation. Alors, il ne faut pas prévenir. C'est lui qui a cette responsabilité. Tout à fait. Docteur Cheikh Diallo, vous êtes toujours avec nous. Un commentaire sur tout ce qui vient d'être dit? Enfin. D'abord, on va serrer les choses. Vous dites tellement de choses très importantes. Revenons sur le premier aspect. Au cas où l'opposition est majoritaire. Oui. Mais il n'y a aucune autre inquiétude. Ce que la loi a fait, la loi peut le défaire. Les mêmes lois qui ont été supprimées sont restaurées purement et simplement.
La question est tranchée. Deuxième chose, vous parlez de pouvoirs exceptionnels. L'article 52 de la Constitution du 22 janvier 2001 et le pendant direct, je crois, de l'article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958 en France. Effectivement, ça, c'est un pouvoir de crise. Voici comment on le détermine. Et ça n'a été utilisé en France qu'une seule fois. C'était lors du putsch manqué des 4 généraux sur la guerre d'Algérie. Oui. Au Sénégal, depuis que nous avons commencé le limitisme constitutionnel, on a écrit mot à mot, ligne après ligne, les termes suivants. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire national, où l'exécution des engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des institutions est interrompu, le président de la République dispose des pouvoirs exceptionnels. Mais le professeur a raison, il ne s'agit pas d'un mélange entre deux pouvoirs législatifs et exécutifs, parce qu'en même temps que le président bénéficie des pouvoirs exceptionnels, il est précisé que l'Assemblée nationale se réunit de plein droit. Okay? Donc il faut bien comprendre. Et ensuite, il est précisé qu'il ne peut en aucun cas procéder pendant cette période de crise à une révision constitutionnelle. Quand on parle de crise, on parle de guerre tout simplement, de situation exceptionnelle et d'état d'urgence. Le professeur Alioune Badara a parlé également de la Côte d'Ivoire. Prenons l'exemple qui va se passer aujourd'hui. Il y a un côté de la loi que nous sommes en train de passer sous silence. Hein. Le bloc de loi qu'on a voté, c'est sur la suppléance. Oui. Alors, on va en parler, oui. Mais allez-y, c'est l'occasion. Ok, c'est l'occasion. Sur la suppléance, voici la difficulté, c'est que on parlait de la 4e République française. Dans la 4e République française, dans la 3e également, les ministres étaient des députés, quelquefois des maires. Oui. Au Sénégal, ce que vous oubliez, c'est que au Sénégal, nous avions eu des ministres, à la fois députés, à la fois maires. Je vous l'apprends. Je peux vous donner des exemples. Oui, tout à fait. Le président du Conseil, Bokar Alpha, le président du Conseil, Mamadou Dia, n'oubliez pas qu'il a été député du Diourbel. N'oubliez pas que Émile Badiane, ministre, a été député et maire de Ziguinchor. N'oubliez pas que Demba Diop, ministre de la Jeunesse, ministre des Sports, a été député maire de Mbour. N'oubliez pas que même Abdou Karim Beng ou Valdiodio Ndiaye. Donc, à l'époque, ils fusionnaient, ils combinaient entre leurs mains à peu près 2 ou 3 fonctions. La fonction de ministre, la fonction de maire, la fonction de député. Alors, c'est après la loi du 7 mars 1963 qu'il y a eu vraiment une suppléance. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a 2 types de suppléance. Il y aura 2 familles de suppléance. La première suppléance, on la connaît, en cas de décès, en cas de démission, le suppléant, il prend le rôle et le titre de remplaçant. Mais la deuxième famille, la deuxième nuance, le deuxième type de suppléant, c'est le suppléant qui est une sorte de garde-place, de réserviste. C'est ça. Ça veut dire quoi? Que si le député est nommé ministre, ben, il est à tout moment, il a la latitude de revenir reprendre son siège. Alors, si on doit aller jusqu'au bout, il faut faire attention. J'attends de voir la loi organique, mais je peux vous assurer déjà que c'est à peu près la même suppléance, la même nature juridique de la suppléance que dans la Constitution, la dernière de la Constitution ivoirienne de 2016. C'est également, vous pouvez la retrouver également dans la Constitution française. Mais il peut y avoir une variante bientôt. Je vous apprends que c'est fort probable que dans les amendements, les députés se disent si le député suppléant est resté la moitié du mandat en poste, le ministre démissionnaire qui revient pour prendre son poste ne pourra plus. Parce que c'est du bon sens. Quelqu'un qui reste, qui fait la moitié de votre mandat à votre place,
et qui est obligé de libérer, entre guillemets, le plancher. Permettez-moi cette expression triviale. C'est une sorte de déchéance sociale, familiale, professionnelle même. Et vous savez ce que ça veut dire la sociologie sénégalaise. Dans tout ce que ça comporte dans le mysticisme et le maraboutage. Donc là encore, sur la suppléance... Vous permettez, Dr Cheikh Diallo, en France, par exemple, il y a des élections partielles qui sont organisées dans certains cas. Attention, les élections partielles, les cas sont bien précisés. Oui. Voilà. Les élections en France, c'est à 2 niveaux. Si le suppléant, par exemple, si le ministre, exemple, il y a au moins 16 ministres aujourd'hui qui ont quitté leur poste de député, automatiquement, c'est des suppléants qui les ont remplacés. Donc, ça, c'est le premier niveau de suppléance. Le deuxième niveau, c'est un cas de démission. Là, c'est différent. Vous voyez, ça, c'est complètement différent. Ou en cas de décès ou d'empêchement, là, on organise des partiels. En général, on a évité des partiels parce que les gouvernants ont supposé que c'était à double tranchant. C'était risqué. Ils pouvaient perdre, ceux qui sont au pouvoir, ils pouvaient perdre carrément le mandat de député et celui de suppléant. Donc aujourd'hui, il faut nuancer entre 2 types de suppléance. Oh, d'accord. Maintenant, quel est votre avis? Parce qu'on a vu que le député Toussaint Manga, par exemple, estimait tout à l'heure qu'il y a une rupture d'égalité. Par exemple, il y a un député qui vient d'être nommé directeur général de la Sonacos, pour ne pas le nommer Modou Diagne Fada. Pourquoi on ferait de telles dispositions pour un ministre et pas pour un directeur général? Alors, ça dépend. En Côte d'Ivoire, la suppléance, ça concerne par exemple les ministres, les ambassadeurs. Ok. Donc, tout dépend de la loi, mais je pense qu'il ne faut pas... Là, la loi, c'est les ministres. Hein. Attends, oui, j'entends bien. En Côte d'Ivoire, je précise que la loi, c'est les ministres et les ambassadeurs, par exemple. Je fais là une ingénierie politique comparative. Attention, est-ce que vous pensez que le député, le ministre a le même statut que le directeur général? Ce n'est du tout pas la même chose. Alors, je ne vois pas en quoi il introduit ce qu'il appelle une rupture d'égalité. Face à qui? Face à quoi? C'est face aux députés. C'est les députés eux-mêmes, en fait, parce que le député qui quitte l'Assemblée pour aller être directeur général, une fois qu'il n'est plus directeur général et que la législature est toujours en cours, il ne peut pas revenir à l'Assemblée. Et là, la révision permet à un ministre de revenir. C'est ça, en fait, le point soulevé par quelques députés aujourd'hui lors de la plénière. Le ministre n'a pas le même statut juridique qu'un directeur général. Je ne peux pas parler d'égalité. C'est pas possible. Non, je vous interpelle sur cette remarque faite par des députés pour avoir un avis, pour que l'opinion aussi puisse être éclairée sur la pertinence de certains avis par rapport à d'autres. Je ne vois pas la pertinence, parce que celui qui accepte délibérément un poste de directeur général, je crois que vous êtes préconsulté ou consulté avant d'accepter le directeur général dans son accord. En effet. C'est bien que vous ne pouvez pas à la fois être dans un conseil d'administration et être de l'autre côté. Si c'était un poste où il était avocat, un avocat, sauf si les intérêts de l'État sont en jeu, l'avocat conserve toujours son titre, par exemple. Et alors, pourquoi vous ne parlez pas à ce niveau de rupture d'égalité? Donc, ce n'est pas possible de mettre sur un pied de comparaison un député et un ministre. Il n'y a aucunement une rupture d'égalité. Très bien. Professeur Alioune Badara Fall, sur la suppléance et le remplacement temporaire de députés. Oui, mais vous savez, allô? Oui, on vous entend. Oui. Parce que j'ai l'impression parfois qu'on ne m'entend pas. Si. Ah bon, très bien. Alors, vous savez, il n'y a rien de moins organisé que le statut du suppléant. Je pense que c'est l'une des faiblesses même des dispositions concernant les parlementaires. En tout cas, en France, ce n'est pas toujours très facile. Il y a beaucoup de questions et beaucoup de propositions. Moi, je ne connais pas les textes sénégalais sur cette question de manière très détaillée, mais je ne vois aucun obstacle à ce qu'un député qui a occupé une fonction de direction dans un conseil d'administration ou dans une entreprise, de revenir prendre son de parlementaire une fois qu'il aura fini d'exercer sa fonction. Vous savez, il y a des dispositions qui permettent d'affecter un député pour une mission donnée, pour une mission particulière donnée, mais qui ne dépasse pas 6 mois, encore en France.
si cette mission qui lui est confiée, n'importe quelle mission à l'étranger ou ailleurs, si cette mission ne dépasse pas 6 mois, quand il reviendra, il obtiendra son poste de suppléant. Alors, je ne vois pas pourquoi, au Sénégal, quelqu'un qui est nommé directeur d'une entreprise ne puisse pas revenir une fois que sa fonction est terminée. Je ne vois pas pourquoi. Maintenant, concernant les élections, c'est vrai que, comme l'a dit le professeur Diallo, c'est en cas de décès ou en cas de démission que de nouvelles élections sont organisées. Mais il faut préciser que pour le suppléant en France, pour le ministre, le député qui accepte d'être ministre, son suppléant ne l'est que pour 2 mois ou 1 mois, pas plus. Et après, il faut organiser des élections. Maintenant, s'il revient et qu'il veut postuler pour son poste, il se représente comme candidat. En général, on lui cède la place parce que c'est déjà presque acquis, parce qu'il revient, mais c'est une élection. C'est 1 mois de suppléance pour le député qui accepte d'être membre du gouvernement. Bien. Alors, le député Mamadou Lamine Diallo, au début donc de la plénière, avait soulevé un point qui peut paraître important. On va peut-être l'examiner. Il disait que le Premier ministre, dans l'organisation de ses fonctions actuellement, par la Constitution, ne peut pas cumuler ses fonctions avec d'autres fonctions. Et il faisait allusion donc au poste de secrétaire général de la présidence de la République. Est-ce que ça vous paraît pertinent comme remarque? Je ne peux pas lui donner un qualificatif. Je ne peux pas donner un qualificatif à cette remarque, mais je ne vois pas vraiment une complication à ce sujet. Vous savez, c'est quoi un Premier ministre aussi? Il faut revenir sur un peu l'historique du Premier ministre. Le Premier ministre, dans le régime parlementaire français, parce que, je vous le répète, je n'aime pas donner l'exemple français, mais dans la mesure où la Constitution française est celle que nous retrouvons au Sénégal et dans beaucoup de pays francophones, je ne peux que me référer. Alors, la liaison a coupé. Docteur Cheikh Diallo, vous êtes là? Oui, tout à fait. Alors, en attendant qu'on retrouve le professeur Alioune Badara Fall, quel est votre sentiment sur cette question soulevée par le député Mamadou Lamine Diallo concernant le cumul de fonctions par le Premier ministre? Il est Premier ministre et secrétaire général de la présidence. Bokar Al-Fakan, il est quelle heure? Il est 20h06, la loi est votée, il n'y a plus de cumul. Donc, ça, de vous répondre comme ça. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que, effectivement, pendant 1 mois, ça nous a paru incongru. Mais c'était juste pour lui permettre d'organiser l'insolvabilité du poste, la disparition de ce poste. Regardez un peu autour de nous. Le professeur Alioune Badara Fall aime l'exemple de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a longtemps été président de la République, ministre de la Défense. Le président Roch-Marc Christian Kaboré, c'est pareil. Abdou Diouf l'a été ici aussi, il a été Premier ministre et ministre des Forces armées. Regardez par exemple, Valdiodio Ndiaye a été ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense. Alors, Macky Sall lui-même a été Premier ministre. Vous me direz que c'est pas beaucoup, mais ministre des Sports en même temps. Donc, c'est pas très méchant. C'est pas anticonstitutionnel, quoi. Oui, mais bon, le député a soulevé cette question et a même demandé l'ajournement des travaux parce qu'on était dans l'illégalité, selon lui. Et ça s'appelle la flibute parlementaire. Qu'est-ce que la flibute parlementaire? C'est de jouer contre la montre, c'est de trouver des effets de manche, des ruses procédurales dans le droit parlementaire pour gagner du temps ou épuiser un peu les esprits qui sont pressés de voter la loi. Voilà. C'est de grande guerre. Alors, on a retrouvé le professeur Alioune Badara Fall. On va le laisser terminer sur ce point, donc du cumul de fonctions entre Premier ministre et secrétaire général de la présidence. Professeur, vous avez la parole. Voilà, alors, excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, sur le réseau sans doute. Ce que je vous disais tout à l'heure, il faut revenir un peu sur l'historique du Premier ministre lui-même. En France, le Premier ministre n'existait pas dans ce régime parlementaire. C'est d'abord un gouvernement. Il n'y avait pas de Premier ministre de la Troisième République. Quand je dis Troisième République, c'est à partir de 1875 jusqu'en 1940. C'est la plus longue république que nous ayons connue en France.
que nous avons connu en France. Et ce Premier ministre-là n'existait pas. On l'appelait président du Conseil. C'est à un moment donné qu'on a senti la nécessité de prendre un ministre pour qu'il dirige l'ensemble de l'équipe gouvernementale. Et cela, cette première mesure était une mesure pragmatique. Elle n'était même pas prévue par les textes. C'est par la suite, plus tard, qu'on a mis dans la Constitution l'existence, le poste de Premier ministre, du président du Conseil. Ça veut dire qu'il était déjà ministre avant. Il n'était pas Premier ministre d'un coup. Il était ministre et ensuite on lui a confié cette fonction de Premier ministre. Et généralement, d'ailleurs, les collègues l'appellent primus inter pares. Le premier parmi les ministres. C'est la formule latine. Le premier parmi les ministres. Primus inter pares. Ça veut dire qu'il était déjà ministre. Mais si vous me suivez bien, je ne vois pas pourquoi un Premier ministre ne peut pas être secrétaire général avec son rang de ministre, parce qu'il est ministre. Et puis deuxièmement, je ne vois pas l'utilité de soulever une telle question, parce que de toute façon, c'est réglé, il n'existe plus. Oui, mais c'était lors des débats, en fait. Et donc, voilà. Au moment où on parle, le problème est réglé. Mais au moment où le député intervenait à l'Assemblée, en fait, il a donné deux arguments. Le premier, c'est le cumul, le fait que le Premier ministre soit en même temps secrétaire général de la présidence de la République, mais aussi le fait que le Premier ministre n'avait pas encore fait sa déclaration de politique générale. Donc, en réalité, dans l'esprit de la question posée par le député Mamadou Lamine Diallo, le Premier ministre n'était pas encore officiellement au regard en tout cas de l'Assemblée nationale, le Premier ministre. D'accord. Bon, alors, d'accord, je reviens toujours sur la même question pour vous dire qu'il n'y a rien, il n'y a aucun obstacle à cela. Même la déclaration de politique générale, vous savez qu'elle n'est pas, c'est une pratique. Le Premier ministre doit faire ça devant l'Assemblée. Mais il y a beaucoup de discussions sur l'exigence qui pèse sur le Premier ministre de faire sa déclaration de politique générale. Dans le texte, on dit que le Premier ministre doit faire sa déclaration de politique générale, doit se présenter devant l'Assemblée. Et on l'a interprété en disant que le présent de l'indicatif signifie obligation. Mais il y a beaucoup de Premiers ministres qui n'ont pas envie de venir devant l'Assemblée faire une déclaration de politique générale. C'est pas bon parce que dans un régime parlementaire, on doit quand même savoir ce que le Premier ministre veut faire. Mais il n'y a pas véritablement d'obligation pour le Premier ministre de faire cela. Deuxièmement, je vous le répète, je ne vois pas pourquoi un ministre ne peut pas occuper deux fonctions. Il est ministre, il est Premier ministre, il occupe une autre fonction de ministre. Je ne vois pas, moi, personnellement, ou alors il faut qu'on me sorte le texte. Ce que je crois comprendre, c'est que c'est tellement inédit, c'est une pratique qui est peu courante, que le député qui a posé cette question a voulu peut-être soulever un problème qui pour moi n'existe pas véritablement. Très bien. C'est pas un problème juridique. C'est pas un problème juridique. Très bien, c'est pas un problème juridique. On a bien compris. Docteur Cheikh Diallo, vous vouliez ajouter quelque chose ou on peut... Mais je voulais juste pour amorcer une synthèse générale constater que nous assistons à ce qu'on appelle aujourd'hui à la primo-ministérialisation de la fonction présidentielle. Ça veut dire quoi en droit constitutionnel en sciences politiques? Que le président de la République est désormais le chef de l'État, le chef de l'administration et en même temps le chef du gouvernement. Oui. Ah, ça c'est clair. Et donc avec des conséquences directes sur la surcharge de travail et sur la pression au niveau des préoccupations et des attentes des Sénégalais et sur le fait que nous sommes aujourd'hui dans un quinquennat inédit de 3 ans. De 3 ans parce que tout simplement, théoriquement, le président de la République à mi-mandat va organiser des élections législatives. Et là, nous sommes au cœur des enjeux. Et alors, est-ce qu'on organise, pour la première fois, le président de la République du Sénégal sera un simple électeur et non pas éligible au regard de la Constitution théoriquement. Et pour la première fois dans l'histoire politique sénégalaise, le président de la République quittera son poste, le palais de la République, sans aucune défaite.
Enfin, si je ne compte, compte tenu de Senghor. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Abdou Diouf a été battu, excusez-moi du terme, c'est le cas de le dire. Abdel a été complètement battu également. En effet. Macky Sall s'en ira sans aucune défaite. Ça, c'est le deuxième aspect de la chose inédite. Le troisième aspect, ce sera le président qui sera pratiquement en fin de mandat et qui va organiser les élections. Vous savez bien qu'il va organiser deux élections, trois élections, des élections locales, législatives et présidentielles. Oui. Alors, donc, il y a encore là quelque chose d'inédit. C'est un objet inédit. Pourquoi? Parce que le président va organiser des élections législatives et on peut déboucher sur une cohabitation. Si on débouche sur une cohabitation, et c'est là où je vais répondre franchement à la question que vous avez posée au professeur Alioune Badara Fall, mais que l'opposition est majoritaire, vous croyez que cette opposition n'a pas une connaissance poussée des arcanes et de la filibus parlementaire pour dire, écoutez, nous sommes des députés, nous avons voté une loi pour supprimer 22 articles de la Constitution. Et écoutez, nous revenons plus fort que jamais pour restituer les 22 articles, exactement comme le poste qui avait été supprimé, vous rappelez-vous, en 83 et qui est revenu en 91. Et il faut parier que ce que la loi a fait, la loi peut le défaire. Donc, lorsque Macky Sall ne sera plus en position de pouvoir exorbitant et exceptionnel, ou lorsque tout simplement à 63 ans, il ne sera plus président de la République, et que les choses reviennent au statu quo ante. Voilà. Très bien. Sur le point, professeur Alioune Badara Fall, je voudrais avoir votre avis sur un cas qui ne concerne pas directement le Sénégal, mais qui est quand même intéressant du point de vue de la Constitution. C'est le cas du Bénin, sur la situation actuelle. Au Bénin, le président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Or, on vient de faire une élection législative dans des conditions un peu difficiles parce que l'opposition n'a pas pu y prendre part. Donc, deux partis proches du chef de l'État étaient en compétition. Donc, l'Assemblée est monocolore intégralement. Aujourd'hui, on est en face d'une crise institutionnelle grave parce que le taux de participation est estimé à 27% a été confirmé à 27% et quelques par le Conseil constitutionnel. Dans ces conditions-là, comment on peut régler ce genre de problème, sachant que le président ne peut pas, par exemple, n'a pas de marge de manœuvre pour dissoudre l'Assemblée, appeler à des concertations politiques pour organiser d'autres élections? Oui, le cas du Bénin est aussi un cas qui montre un peu la nature des crises politiques en Afrique. Alors, tout d'abord, moi, je constate que le boycott d'élections n'est courant qu'en Afrique. Pour vous donner mon avis, quand on boycotte les élections, on laisse le champ libre à tous ceux qui sont élus, même s'ils sont incompétents. Mais professeur, c'est pas un boycott, hein? Je pense qu'ils n'ont pas voulu y aller. Non, c'est-à-dire que l'opposition a déposé ses dossiers, mais la commission électorale a rejeté les dossiers des partis de l'opposition. Et donc, ils n'ont pas pu. C'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu, mais on a rejeté leurs dossiers. Donc, ils n'ont pas pu y participer, pas de leur fait. Et donc, du coup, l'électorat n'a pas fait le déplacement pour aller voter. On se retrouve avec un taux de participation de 27%. Oui, d'accord, mais je commence par le boycott pour montrer le danger de l'absence de l'opposition. Oui. Je sais qu'au Bénin, c'est cela. Mais le premier point que je voulais développer, c'est que quand on est absent à l'Assemblée, on laisse libre champ à ceux qui y sont, même s'ils sont incompétents. Le cas du Bénin, c'est autre chose. Vous avez bien raison. Ils n'ont pas été autorisés à participer à l'élection, ce qui fait que le taux de participation n'a pas... la présence de l'opposition n'a pas été effective. Pour moi, c'est toujours le problème de la légalité et de la légitimité. Si l'on se place sur la légitimité, je pense que le président a peut-être intérêt à revenir sur ces élections-là, à discuter avec les acteurs politiques et à organiser d'autres élections pour que les députés qui seront à l'Assemblée aient, si vous voulez, ce qu'on appelle une bonne élection pour pouvoir rester député. Parce que sinon, à mon avis, la crise va perdurer et ceux qui sont actuellement à l'Assemblée n'auront pas cette bonne élection qui leur permettra de travailler sereinement.
Donc, en somme, professeur, au Bénin, la solution peut être une révision constitutionnelle, sachant que le président, dans la constitution actuelle, ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, il faut une révision de la constitution pour permettre, parce que techniquement, aujourd'hui, sur le plan du cadre légal béninois en ce moment, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Et puis les députés, je ne suis pas ceux qui vont démissionner. Donc, c'est difficile. Vraiment, je ne sais pas comment ils vont s'attendre. Donc voilà des cas quand même, voilà des cas intéressants sur lesquels il faudrait réfléchir pour éviter d'arriver à ce genre de situation. Voilà. Et oui, vous anticipez encore. Très bien. Mais pour moi, c'est une négociation. Ce sont des négociations. On ne peut pas, c'est des crises qu'on ne peut pas résoudre au niveau institutionnel parce qu'il n'y a pas de solution. Mais il faut négocier. Et d'ailleurs, il ne faut jamais oublier que la démocratie, c'est aussi la négociation, c'est le compromis. Il ne faut jamais oublier qu'une fois que le pluralisme, vous savez, si vous avez 1 minute, je vous demande 1 minute pour vous dire que la démocratie telle qu'elle était définie, de manière générale, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, c'est une mauvaise définition parce que cela suppose qu'une fois que la majorité est au pouvoir, l'opposition doit se ranger, etc., etc. Ce n'est pas une bonne définition de la démocratie, surtout en Afrique. En Afrique, la bonne définition, c'est de comprendre une bonne fois pour toutes qu'il y a du pluralisme. Que ceux qui sont au pouvoir, comme ceux qui ne sont pas au pouvoir, manifestent leur but, leur intérêt, leurs objectifs, etc., etc. Et une fois qu'on a accepté ce pluralisme, c'est-à-dire cette multitude de voix discordantes, d'objectifs différents au niveau politique, une fois qu'on l'a accepté et institutionnalisé, mais on est obligé de négocier pour que le système marche avec justement comme instrument la règle du jeu et le consensus. Et le cas du Bénin le montre. Et vous pensez même que peut-être, si je vous comprends bien, le Sénégal pourrait vivre cette situation. Dans tous les cas, il faut une négociation. Talon est obligé de négocier, il ne peut pas dissoudre l'Assemblée. Et les députés ne vont pas partir. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de négocier. Et à mon avis, la meilleure solution, c'est d'organiser de nouvelles élections et permettre aux candidats, dans le respect des dispositions constitutionnelles, de se présenter. Pour moi, ce sont les deux clés, le boycott et les obstructions à la candidature, etc. Parce que eux, c'est le parrainage qui a été le problème. Oui, les certificats de conformité, les cautions, voilà, il y a un tas de choses qui ont fait que... Et la loi a été changée en octobre 2018, donc à peu près 6 mois avant le... Un peu plus de 6 mois quand même, voilà. Voilà, là, ça veut dire qu'il n'y a pas une règle du jeu claire, démocratique. La règle du jeu permet aux pluralistes de se manifester dans les candidatures, dans des élections, dans les forums, dans les débats publics, dans la société. Voilà en fait, professeur, pour que nos auditeurs comprennent bien, restons toujours sur le cas du Bénin qui est très intéressant sur le plan constitutionnel. C'est que le président de la République voulait faire une révision constitutionnelle par 2 fois, les députés l'ont rejeté. Par 2 fois. Oui, parce que... Oui. Et donc du coup, politiquement, il fallait faire quelque chose, à la limite pour changer un peu cette assemblée qui refuse de valider la volonté du chef de l'État. Parce qu'en fait, bon, c'est un peu, disons, le président devait faire. Il était parti sur un consensus autour d'un mandat unique. Il faut le rappeler, parce qu'il était entendu qu'il devait faire un seul mandat et partir. Bon, maintenant, comme vous le savez, en Afrique, une fois qu'on arrive au pouvoir, bon, avec l'appétit et tout ça, les choses changent. On a tendance à penser autrement. Il voulait faire modifier la Constitution, l'Assemblée refuse par 2 fois, et donc, politiquement, il fallait donc trouver le moyen de changer cette Assemblée, en tout cas de la faire revenir à de meilleurs sentiments pour faire voter un certain nombre de réformes qu'il voulait mettre en place. Voilà d'où est parti plus ou moins le problème. Donc, de la capacité du président de la République demain au Sénégal de vouloir faire des réformes et que l'Assemblée les rejette. Oui. Et si vous vous souvenez bien, je vous ai dit que dans pareille situation, il faut que le président de la République utilise les voies légales, constitutionnelles. Il ne peut pas, j'avais même utilisé un Wolof, il ne peut pas leur tendre le bras, il ne peut pas leur porter la main, alors que les députés ne veulent pas. Donc, il est obligé de négocier. Il n'a pas de disposition constitutionnelle qui lui permet de contraindre l'Assemblée. Et puis l'Assemblée,
a le droit quand même de refuser certaines décisions du président de la République si elle juge qu'elles ne sont pas conformes à l'intérêt général. Oui, Bouka. Oui, docteur Cheikh Diallo, allez-y. C'est une question qui me touche profondément parce que ça a été l'objet de mon 2A à l'époque sur les trajectoires comparées entre le Bénin et le Sénégal. Le génie démocratique béninois, depuis la constitution du 11 décembre 1990, est l'exemple même de la mystique de la séparation de pouvoir. Là-bas existe réellement une séparation de pouvoir. Jamais il n'a été possible pour un président de l'Assemblée, pour un président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Et là-bas, l'irrévocabilité est mutuelle. Attention. Donc, pourquoi aujourd'hui Patrice Talon est arrivé dans un scrutin légal, mais sans légitimité? Il a 83 députés. Ok, il a sa majorité, mais le pays est bloqué. Pourquoi? Parce que 27% seulement lui ont donné une caution. Donc nous sommes en présence d'une crise institutionnelle grave. Ce n'est pas pour rien que Denis Sassou Nguesso a été dépêché pour régler. Ce n'est pas pour rien que l'ONU et la CEDEAO sont en train de regarder ce problème. Parce que le Bénin a été longtemps le laboratoire démocratique. Depuis la conférence nationale souveraine, qui a été une trouvaille extraordinaire, un outil d'intelligence électorale. Le Bénin a prouvé à plusieurs reprises que sa Cour suprême constitutionnelle était vraiment la reine dans le pouvoir et l'approche judiciaire. Aujourd'hui, le spectacle démocratique que le Bénin donne, en tous les cas de ses gouvernants, n'est pas digne. Et la question, docteur Cheikh Diallo, c'est comment on sort de cette situation en dehors du cadre constitutionnel? C'est ça la question. Alors, là, je n'ai pas du tout de réponse. Je veux dire avec toute la modestie qui entoure mes propos, mais il faut tenir en compte les larges consultations. Il y a deux anciens présidents, Yahi Boni et Nicéphore Soglo, qui sont les détachements les plus avancés de la guérilla intellectuelle et politique, mais qui ont de l'expérience, qui sont dans une sagesse qu'aujourd'hui Patrice Talon ne veut pas entendre parler. Pourquoi? Parce que, vous savez, il faut le révéler, l'intention première de Yahi Boni était d'être élu député et de se retrouver président de l'Assemblée nationale. Oui. Et c'est ça qui a échoué malheureusement. Et Talon, avec la ruse et avec les moyens constitutionnels de tous ces constitutionnalistes, a augmenté une caution exorbitante. 250 millions. 250 millions et a bétonné les conditions d'éligibilité des députés. Du coup, il n'y a que deux partis qui lui sont redevables, des partis godillots. C'est l'expression qui sont fidèles à toutes les mesures que Talon va prendre désormais. Et c'est dommage, parce que Patrice Talon a prouvé à un certain moment qu'il avait une âme démocratique sincère. Aujourd'hui, l'esprit de la conférence nationale, l'esprit de la constitution du 11 décembre 1990, malheureusement, est en train de s'échapper. Et c'est dommage pour l'Afrique. Parce que le Bénin a été le premier de classe, a été le champion de la démocratie. À un moment donné, il nous a donné au moins 3 alternances démocratiques. C'est pour ça que j'évoque ce cas, professeur Alioune Badara Fall, pour montrer que au début, là, aujourd'hui, bon, tout va bien. Mais dans 2 ans, les données peuvent changer. Et en dehors du cadre légal, en dehors du cadre constitutionnel, on peut se retrouver avec des crises lorsque l'Assemblée nationale n'est pas sur la même ligne que le chef de l'État. Mais vous savez, on a vu le cas du Niger, c'était pareil. Je reviens toujours, je ne dirais pas un manque de maturité politique. C'est pas vrai, parce que les Africains sont ingénieux dans les stratégies politiques. Alors, je l'ai toujours dit, et que même le fait d'avoir copié la Constitution française, c'est pas du plagiat, c'est pas du mimétisme. Ils ont utilisé ce dont ils avaient besoin dans la Constitution française pour rester ou accéder au pouvoir. Donc, ils sont très ingénieux. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans des crises politiques qui parfois nous amènent jusqu'à des accords, c'est-à-dire une intervention internationale pour mettre en place ce qu'on appelle les accords politiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acteurs dans un pays donné, au niveau interne, n'ont pas réussi à négocier pour résoudre leurs propres crises. Il faut qu'une autorité étrangère, que ce soit une organisation régionale comme la CEDEAO ou l'Union africaine ou parfois l'Europe, pour que cette crise soit résolue. Comment? À partir d'accords, ce qu'on appelle les accords politiques. Et quand on regarde bien ces accords politiques, les juristes ont du mal à l'insérer dans l'arsenal juridique. On ne sait pas si c'est
à côté de la Constitution, on ne sait pas si à côté d'une loi, on ne peut même pas la mettre, on ne peut même pas trouver sa place dans la hiérarchie des normes qui concernent un pays. Mais pourquoi, bon Dieu, on ne peut pas, excusez-moi les expressions, pourquoi on ne peut pas, on n'est pas capable, en Afrique, dans chacun de ces pays, de régler ces problèmes-là. Je viens de vous donner, à mon humble avis, parce que je n'ai pas quand même les solutions. Moi, je réfléchis juste sur les sorties de crise. Le cas du Bénin, vous l'avez dit, très intéressant. Les institutions ne permettent pas de régler ce problème-là. Étant on sait très bien qu'avec ce faible nombre de députés, il n'est pas légitime. Même si c'est légal, parce que, entre guillemets, les autres n'ont pas pu être candidats, etc. Mais le faible nombre d'élus montre qu'il aura du mal à gouverner, à la fois sur le plan institutionnel avec des acteurs politiques, et même au niveau de l'opinion publique nationale, pour ne pas dire internationale. Mais au niveau Alors, ce que je vous dis est pour moi la solution qu'il faut essayer de mûrir dans tous ces pays-là. C'est accepter l'expression du pluralisme. Il ne faut pas barrer la route aux dirigeants politiques ou aux autres acteurs politiques qui ont besoin, et c'est quand même dans la Constitution, qui ont la liberté de s'exprimer, qui ont la liberté de participer au jeu politique, qui ont la liberté de se prononcer, de soutenir tel ou tel candidat. Il ne faut pas trouver des stratégies, que ce soit des parrainages ou autres, pour bloquer tel ou tel acteur politique. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est que si ce pluralisme s'exprime librement et qu'on accepte tous ces acteurs-là, il faut qu'eux-mêmes aient la maturité politique de définir une règle du jeu et puis d'accepter le consensus. La règle du jeu est fondamentale. Et cette règle du jeu, c'est le compromis. À chaque fois qu'il y a une crise, c'est des négociations et un compromis. Est-ce que vous voyez, regardez le cas du Brexit actuellement, c'est douloureux, c'est difficile. Le cas des Gilets jaunes, c'est difficile. Vous avez vu des personnalités extérieures qui viennent les aider, ils règlent le problème en Grande-Bretagne tout seul. Oui. Macron règle tout seul ses problèmes avec les Gilets jaunes. Et pourquoi les Africains ne peuvent pas régler le problème tout seul? Allons à toi comprendre. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Je n'ai pas de leçon à l'isoler, c'est ça. Je lui suggérerais, si c'est pas mon rôle, mais au plan, en tout cas juridique, il n'y a pas de solution. Mais le compromis, la négociation constituent les moteurs de la démocratie. Et je crois que nous avons quand même, nous Africains, Sénégalais, tout aussi capables de le faire parce que nous avons une histoire qui nous a montré que nous avons toujours négocié. Nous avons eu une histoire tellement riche en termes de négociation et de compromis que vraiment, je ne vois pas où se situerait le blocage au niveau du Bénin. Je suis presque sûr qu'ils vont arriver à un terrain d'entente parce qu'ils vont négocier. C'est vrai, monsieur Diallo a parlé de la Constitution du 11 décembre 1990, qui est maintenant la plus vieille Constitution en Afrique. La plus vieille, c'était celle du Sénégal. C'est Maître Wade qui l'a modifiée en 2002. 2001. 2001, voilà. Et donc, mais c'est la plus vieille. Maintenant, c'est celle du Bénin. Le Bénin, effectivement, avait une cour constitutionnelle. Je ne sais pas si elle est toujours là, mais elle avait une cour constitutionnelle redoutable qui freinait les élans du président de la République. Combien de fois la cour constitutionnelle du Bénin a protégé l'Assemblée béninoise contre les agressions du président de la République? Combien de fois la Cour a annulé des actes du président de la République à l'encontre de l'Assemblée quand le président voulait empiéter dans le domaine des parlementaires? Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la solution vers laquelle ils vont aller, mais je crois qu'ils ont quand même eux aussi une maturité politique qui leur permettra de trouver un compromis et puis de respecter ce compromis pour aboutir à une solution pacifique et revenir à la raison. Et tout dépend donc du président Patrice Talon lui-même et de la posture qu'il va adopter. Vous touchez aussi un des problèmes majeurs, c'est qu'il nous faut en Afrique des hommes qui soient capables de comprendre les enjeux et de mettre en avant l'intérêt général plutôt que leur propre intérêt. Ça, c'est très important. Quand le chef de l'État d'un pays qui est en crise met en avant l'intérêt général, il va trouver les solutions qu'il faut. Mais s'il met en avant ses propres intérêts, la crise ne risque pas d'être résolue. Et c'est là où on tombe parfois
dans des exagérations dont on connaît les conséquences très néfastes pour le développement de notre démocratie et de la paix et de la sécurité de nos populations. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Hein. Docteur Cheikh Diallo? Et c'est là tout le sens des accommodements raisonnables sur le plan politique. Oui. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus du consensualisme, c'est-à-dire la démocratie consensuelle sur les grandes questions. Et la voie de salut du Bénin, c'est à ce niveau. Ce n'est pas parce qu'on a sa majorité qu'il faut opprimer la minorité, alors que c'est une minorité assez importante. Donc, en un mot, les gouvernants africains sont capables du meilleur démocratique, ils sont également capables du pire électoral et politique. Et à tout moment, un ange peut devenir un monstre politique. Le cas de Patrice Talon, qui a été naguère très apprécié et très coté aujourd'hui, est malheureusement en train de montrer qu'en réalité, les pouvoirs, dans leur côté exceptionnel et exorbitant, grossissent les défauts des hommes et quelquefois également leurs qualités. Voilà, merci oui. Monsieur Kahn, oui, vous voulez conclure? Tout à l'heure, j'ai entendu mon nom. Je n'ai pas très bien compris. Quand j'ai entendu M. Fall ne connaît pas les règles au Sénégal, ou alors j'ai mal compris sur le Premier ministre et le secrétaire général. Je n'ai pas très bien compris. Ça vient pas de moi. Je sais pas. Vous avez du mal à entendre, professeur. Oui, j'ai du mal à entendre parce que c'est vrai que quand on est loin du pays, on ne connaît pas ce que je dis. Mais bon, moi, je préfère parler de manière générale. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir, professeur Alioune Badara Fall. Merci, professeur Alioune Badara Fall, professeur des universités agrégées de droit public. Donc, vous officiez à l'université de Bordeaux. Merci aussi au docteur Cheikh Diallo. Vous étiez aujourd'hui donc des gens de parole, pour reprendre certains slogans. Merci d'avoir été avec nous pour débriefer le vote donc du projet de loi portant révision de la Constitution en vue de la suppression donc du poste de Premier ministre. Projet de loi donc adopté, c'est devenu donc une loi. Enfin, la Constitution donc est modifiée par 124 voix pour, contre 7 contre et 7 abstentions. Voilà, merci à tous. Je remercie aussi, je salue mon cher frère et confrère Talon, que je connais depuis longtemps, depuis Lyon, Bordeaux. Et je respecte beaucoup aussi et merci d'être là et ça me fait plaisir d'avoir discuté avec vous. Merci, cher aîné. Au revoir. Merci à tous et merci aux auditeurs aussi de nous avoir suivis depuis 10 heures ce matin. Merci à nos équipes qui étaient à l'Assemblée nationale, Serigne Saliou Dem, El Hadj Malick Cissé, Aliou Diouf, Silla et Mohamed Kandi, ainsi que tous les chauffeurs, Abdourahmane Ndiaye notamment. Merci à la technique assurée ici dans le studio par Essa Seck et Biran Cissé, au micro Bokar Alpha Kane. J'étais ce matin en compagnie de Antoine Diouf, directeur de la rédaction, et de Hassan Top. Merci à tous et à très bientôt. Restez en compagnie de nos programmes.